Bonjour à tous, je m'appelle Tristan, je suis développeur WordPress. Pour ceux qui arrivent pour la première fois sur la chaîne, on va parler aujourd'hui des formulaires qu'on va pouvoir faire avec Elementor et plus précisément avec Elementor Pro, puisque c'est uniquement dans cette version que vous avez un outil de formulaire qui est intégré à Elementor. Ceci dit, vous aurez la possibilité bien évidemment aussi d'utiliser un outil de formulaire externe comme NinjaForms ou WP Forms, peu importe lequel vous utilisez, qui va pouvoir être réintégré dans la version gratuite d'Elementor. Alors tout ce que vous verrez dans ce tutoriel, il y aura une partie, je dirais à peu près la moitié, qui sera valable uniquement pour Elementor parce que c'est la configuration de champ qui est un peu spécifique à Elementor. Mais après, la logique reste la même sur la partie intégration, envoi des mails, etc. Voilà. N'oubliez pas que je sors une vidéo par semaine, donc si vous aimez la chaîne, vous pouvez me mettre un like, souscrire ou commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Je vous retrouve tout de suite pour la première séquence, l'ajout du formulaire et les différents champs qu'on va pouvoir ajouter et manipuler. A tout de suite. Nous voilà donc dans cette première séquence dans laquelle on va créer notre formulaire. Ça va être assez rapide et dans laquelle on va pouvoir voir les différents champs du formulaire. Et après, dans une deuxième séquence, on va voir des paramétrages un petit peu plus avancés dans la configuration de ces formulaires et dans les soumissions du formulaire, c'est-à-dire tout ce qui va être envoi de formulaire, de quelle manière vous allez pouvoir les réceptionner. Voilà. Donc pour la première étape, on va tout simplement commencer par créer notre formulaire. Alors comme je vous l'ai dit dans l'introduction, vous avez des outils de formulaire gratuits qui marchent aussi avec Elementor, comme NinjaForms par exemple, dans lequel vous avez une mini configuration dans Elementor. Simplement dans la version Elementor Pro, c'est vrai qu'on a un vrai outil de formulaire qui est bien intégré à Elementor, donc ça a l'avantage d'être un petit peu plus léger et aussi l'avantage d'être intégré avec toutes les actions d'Elementor. On va voir que lorsqu'on envoie le formulaire, on a la possibilité de déclencher une autre action par exemple qui est liée à Elementor, par exemple une pop-up. Voilà. Donc c'est ça l'avantage d'utiliser cet outil. Après, hormis ça, il est vraiment très complet et il fait à peu près tout ce que font les outils de formulaire extérieurs à Elementor, tous les plugins de formulaire WordPress. Voilà, donc si vous avez la version Pro d'installer sur votre site web, vous avez ici accès à la section Pro avec tous les blocs Elementor. Donc il suffit de prendre celle qui s'intitule Form, tout simplement, il n'y a rien de particulier là-dessus. On va la prendre et faire glisser le bloc ici. Par défaut, il va nous créer un simple formulaire de contact. Donc je vous ai dit, dans cette séquence, on va voir les différents champs et les différentes possibilités qu'on a sur la manipulation de ces champs. Et dans les sections suivantes, on va voir toutes les parties restantes, c'est-à-dire toute la fin de la configuration ici. Alors il y a pas mal de choses à voir, donc ça va aller assez vite. Bien sûr, vous n'utiliserez pas tout sur tous les sites web que vous faites. Enfin, je vous le souhaite, sinon vous allez passer beaucoup de temps, parce qu'il y a vraiment pas mal de configurations dessus, mais ça peut être pour des besoins spécifiques, parce qu'encore une fois, les formulaires, c'est un besoin qui est généraliste, et ça peut être utilisé pour plein de choses. Ça peut être un simple formulaire de contact, ça peut être aussi utilisé pour faire des statistiques, par exemple. On peut faire une enquête, récupérer des données, exporter les données qui ont été envoyées par le formulaire, et après les traiter par exemple sur Excel. Donc ça, c'est une chose. Ça peut être utilisé pour un formulaire d'inscription à un événement ou des choses comme ça, voilà. Donc ça peut être utilisé vraiment pour beaucoup de cas de figure, hormis d'un simple formulaire de contact. Voilà. Donc lorsque vous créez un champ, vous retrouvez avec un formulaire par exemple, vous retrouvez avec 3 champs par défaut, qui s'intitule name, on le voit ici, email et message. Donc vous avez un champ qui va être vraiment obligatoire tout le temps et indispensable, c'est le champ email évidemment, puisque sans celui-là, lorsque quelqu'un vous envoie un formulaire, vous serez dans l'impossibilité de lui répondre. Il vous faut forcément un email ou au moins un moyen de contact. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ces 3 champs. Alors les 3 champs peuvent être ordonnés, c'est comme dans tous les blocs de ce type sur Elementor, les widgets, pardon, vous pouvez les ordonner les champs. Si je veux passer l'email en premier, j'ai qu'à le faire glisser comme ça de haut en bas. Lorsque vous voulez éditer un champ, il suffit de cliquer dessus. Voilà, ça vous ouvre l'interface d'édition du champ. Alors faites attention, il y a 2 petits onglets gris ici, un sur le contenu de base et un autre sur une partie avancée. Voilà, donc on verra tout ça après. On a aussi, dernière chose là-dessus, on a aussi la possibilité de dupliquer les champs. Donc, lorsque vous faites des configurations de champs assez avancées avec par exemple en rendant un champ obligatoire, en mettant un message d'erreur personnalisé, ce genre de choses, c'est souvent plus rapide de les dupliquer que de les recréer. C'est pour ça que on a ces boutons ici, et puis évidemment la croix c'est pour les supprimer. Voilà. Donc on va prendre par exemple le champ nom ici. Donc on a plusieurs choses, on en a 3. On a le type de champ, donc ça on va le voir. On a le label et le placeholder
qui est appelé ici, comme ça en français, on pourrait dire message par défaut, texte par défaut. Voilà. Donc ici, par exemple, le label, c'est ce que vous retrouvez au-dessus du champ. C'est ce que vous retrouvez ici, name. Donc je vais le remplacer par exemple par nom et prénom. Voilà. Voilà. Et donc le placeholder, c'est ce que vous avez à l'intérieur du champ, c'est l'indication en fait par défaut de ce que vous devez saisir. Voilà. Donc je vais mettre nom à l'intérieur. Voilà, ici, pour qu'on voit la différence. Ok, donc ça c'est pour les informations de base. Ensuite, vous avez une autre configuration très importante qui est de savoir si le champ est requis ou pas pour pouvoir le valider. Donc si on fait un aperçu de la page, on va voir que si je rends un champ requis, que j'enregistre ma page, normalement je devrais avoir un message d'erreur qui s'affiche lorsque j'essaye de soumettre. Voilà, donc ici vous voyez, il me demande de saisir, bon, en l'occurrence le champ email était obligatoire avant, mais celui-là aussi, hein, voilà. Donc ça c'est pour cette partie là. Ensuite on a la possibilité de définir une largeur de colonne, hein, donc ça c'est c'est par rapport à la longueur du champ, donc c'est un pourcentage par rapport à la largeur globale de votre formulaire, hein, pas par rapport à la page en entier, parce qu'il faut savoir qu'ici ce formulaire il est dans une section Elementor qui lui-même est à l'intérieur d'une colonne, voilà, et donc cette colonne fait une certaine largeur, je ne sais pas combien c'est, ça doit être environ 950 pixels, voilà, je le vois ici dans la configuration de la section, et du coup ça va faire, j'ai défini que mon champ faisait 30% de 950 pixels, voilà, donc ça c'est ce qu'on voit ici, donc je vais le repasser en longueur par défaut. Mais ça c'est assez utilisé, hein. Lorsque vous n'avez pas le champ dans une colonne étroite, vous avez souvent des champs en fait où vous avez des saisies très courtes avec des champs très longs, donc c'est pour ça que c'est un des paramètres principaux que vous avez ici. Alors avant d'attaquer les différents types de champs, vous avez une partie avancée ici qui vous permet de définir des valeurs personnalisées au champ, donc ça peut être des valeurs dynamiques d'Elementor, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est quelque chose d'assez avancé. Vous pouvez récupérer par exemple le nom de l'auteur ou des choses comme ça, ou afficher le nom de l'auteur directement dedans. Vous pouvez mettre des ID ici pour si vous connaissez la programmation en PHP ou JavaScript, vous pouvez à ce moment là agir sur le champ de manière dynamique lors de la saisie par exemple. Et là vous avez le shortcode du champ, donc ça on y reviendra, c'est l'identifiant du champ qui vous permet de récupérer ce champ et de le mettre en forme après dans la partie email lorsque ce formulaire est envoyé. Voilà. Donc par défaut il va récupérer tous les champs, mais si vous voulez faire une petite mise en forme avec du gras, du souligné, etc., vous avez la possibilité en fait de récupérer ce shortcode et de le personnaliser. On le reverra dans la séquence suivante. Voilà. Donc pour finir sur cette partie champ ici, l'autre élément très important que vous avez, c'est le type de champ que vous voulez mettre dedans. Donc vous voyez que vous avez un vaste choix, ça reprend à peu près tout ce qu'on retrouve dans les outils de formulaire classiques, hein. Donc vous avez la possibilité de mettre un champ, donc je vais en ajouter un pour vous montrer ce que ça donne. Vous avez la possibilité de mettre un champ texte, donc c'est ce qu'on a actuellement défini. Un champ email, c'est pareil, sauf qu'on a un masque qui vérifie que ce soit bien une saisie d'email à chaque fois avec un arrobase et une extension de domaine par exemple. Un text area, donc c'est une zone de texte entière dans laquelle la personne va pouvoir saisir un texte un peu plus long, une zone multiligne en fait. Une URL, donc c'est la même chose, c'est une ligne de texte, sauf qu'on va vérifier qu'il y a bien HTTP, un intitulé, une extension de nom de domaine, et si la personne se trompe dans la saisie et met un email par exemple, on va lui dire non, l'URL n'est pas valide. Un numéro de téléphone, pareil. Un bouton radio, donc ça je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des boutons à choix unique. Option 1 par exemple, et si je mets sur la ligne 2 option 2, voilà, on a la possibilité de mettre des boutons radio ici de manière horizontale ou verticale. Voilà, c'est un peu la même chose avec les select, sauf que c'est des listes déroulantes, mais on peut choisir qu'une seule des deux options. On ne peut choisir qu'une seule des deux options, pardon. Vous avez ensuite des checkbox, donc des cases à cocher. Voilà. Donc là, par contre, on peut avoir des choix multiples. Ça c'est une validation par exemple des conditions d'utilisation, hein. Donc c'est une simple case à cocher avec un texte qui peut être un peu plus long, je suis d'accord avec les conditions d'utilisation de mes données, etc. par exemple. On a ici un champ nombre, donc là on va uniquement pouvoir saisir un nombre dedans, il y a un masque. Si je saisis Tristan par exemple, c'est pas possible, c'est pas validé. Si je mets 1, 2, 3, 4, là ça passe. Voilà.
Une date, alors on a un champ date avec un calendrier. Alors là ça s'affiche mal dans l'admin, je vais aller voir sur la partie publique ce que ça donne. Normalement ça doit s'afficher un peu mieux que ça. Alors on va rafraîchir la page, ça n'a pas l'air... Vas-y, voilà. Donc là on a un calendrier. La mise en page est un peu spéciale à des ombrages, mais je pense que ça vient du template que j'ai mis. Mais globalement, vous avez un calendrier avec la possibilité, un date picker, de choisir la date avec des formats de date qu'on peut définir, bien sûr, au format français si vous voulez. Je crois que vous avez ça dans la partie avancée. Non, même pas. Le format de date, je sais plus où c'est défini, ou c'est dans la configuration d'Elementor peut-être. On va passer au suivant, on va pas s'attarder là-dessus. On a pareil avec une heure. On a la possibilité de faire un champ d'envoi de fichiers, voilà, en définissant une taille maximale, et aussi la possibilité d'envoyer plusieurs fichiers à la fois. Voilà, avec un nombre maximal, avec un nombre, une taille maximale, etc. Donc ça va être des fiches, une fois que si l'utilisateur par exemple vous met un fichier PDF en pièce jointe de son formulaire, vous allez également le recevoir en pièce jointe de votre email. Voilà. Donc ça peut être utile, c'est assez souvent utilisé. Le password c'est un simple champ texte, sauf que lors de la saisie, effectivement il y a un masque, on voit pas les caractères qu'on tape. Ensuite, vous avez un champ HTML qui permet d'afficher du HTML. Par exemple, qu'est-ce que je peux mettre comme HTML? On va faire, si on peut mettre un petit paragraphe, c'est mon texte ici. Voilà, on va fermer la balise. Voilà, et on a effectivement du HTML qui est affiché, donc on peut mettre après du style, des alignements, de ce qu'on veut dessus. Voilà, c'est purement du HTML. Le copier-coller d'HTML, ça marche aussi. C'est juste un champ texte avec du HTML à l'intérieur. C'est pour faire des mises en page peut-être un petit peu plus avancées. Alors, ensuite, on a un champ caché. Alors ça paraît assez compliqué, mais c'est aussi vachement intéressant. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque vous avez par exemple des formulaires de contact qui sont sur plusieurs pages de votre site web, vous voulez sûrement savoir par où est passé l'utilisateur pour vous envoyer ce formulaire. Voilà. Donc vous avez la possibilité d'ajouter un champ caché, c'est-à-dire qu'il sera invisible pour l'utilisateur, mais ce champ sera quand même enregistré avec le formulaire. C'est-à-dire que si par exemple je veux connaître l'URL ou le titre de la page par exemple dans laquelle l'utilisateur se situe au moment où il m'envoie le formulaire, c'est possible via un champ caché. Voilà. Donc je mets champ caché ici. Dans la partie avancée, je vais pouvoir définir la valeur de ce champ. D'accord? Donc en gros ce qu'il va contenir. Et je vais par exemple pouvoir récupérer le post title. Voilà. Donc c'est le titre du post ou de la page dans laquelle l'utilisateur se situe lorsqu'il va envoyer le post. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Je vais l'enregistrer d'ailleurs. Ça vous permet, lorsque vous avez des formulaires de contact que vous dupliquez, bien de savoir lequel a été utilisé. Donc ça c'était pour les champs masqués. Ensuite on a les champs de CAPTCHA, donc ça vous connaissez peut-être un peu. Donc là je ne l'ai pas configuré parce que j'ai pas toute la partie mail qui est configurée sur mon serveur local. Mais effectivement, c'est, vous savez, les cases à cocher avec les vérifications comme quoi ce ne sont pas des robots, parce que vous avez très rapidement du spam sur les sites web dès que vous avez un minimum de trafic. Donc vous avez deux versions du CAPTCHA. Vous avez le reCAPTCHA avec vous savez, la petite case à cocher, les images à recopier parfois, et le reCAPTCHA V3 qui est un reCAPTCHA invisible, qui est basé sur un score en fait de l'utilisateur en fonction de sa navigation, de son historique, etc. Honeypot c'est pareil, c'est un outil de CAPTCHA, et vous avez STEP ensuite, c'est le dernier élément qui vous permet de faire un formulaire avec plusieurs étapes. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de tous les champs de formulaire qu'on peut ajouter sur cet outil Elementor. On a simplement pour terminer cette séquence, des petits paramétrages qu'on a ici, qui sont les boutons, la taille des boutons ou des champs ou qu'on a sur le formulaire. Voilà. Est-ce qu'on veut afficher les labels, donc les intitulés ou pas? C'est pas obligatoire, donc on voit qu'on peut s'en passer si on a mis des placeholders. Est-ce qu'on veut afficher aussi le petit caractère qui rend le champ obligatoire? Voilà pour cette première séquence. On va passer à la seconde séquence où on va voir le reste de la configuration du formulaire. A tout de suite.
Donc allez, on attaque la deuxième séquence, donc sur la deuxième partie de la configuration des champs du formulaire. Donc on va voir qu'on va avoir deux parties qui vont être très importantes, sur lesquelles on va s'attarder un petit peu plus, qui vont être les actions after submit, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer une fois que la personne va envoyer le formulaire, et la partie email ici, dans laquelle on va pouvoir configurer justement à qui sont envoyés, à qui ou quelles au pluriel personnes sont envoyés les formulaires. Donc voilà, on va attaquer là-dessus. Alors sur la partie bouton, je vais quand même passer les différents onglets de configuration puisqu'on est sur on va essayer de voir l'intégralité de ce widget de formulaire. Vous avez plutôt des configurations d'affichage pour les boutons d'envoi ici et les boutons du passage d'un step à l'autre, parce que vous pouvez faire des formulaires avec plusieurs étapes en fait. Quand vous avez des formulaires un petit peu longs, par exemple si vous faites une enquête de satisfaction, vous pouvez avoir 3 ou 4 pages et vous pouvez avoir des étapes 1 sur 2 sur 3 sur 4. Vous voyez ces petits boutons qu'on voit en haut ici, donc vous avez toute la configuration de ces boutons. Donc ça, je vous laisse régler comme vous le voulez. Vous pourrez par exemple mettre des flèches dessus pour dire que pour passer à l'étape suivante ou revenir à l'étape précédente, etc. Tout ça, c'est de la configuration et du style. Vous avez des compléments de style ici dans l'onglet style comme d'habitude avec Elementor. Je vais passer rapidement là-dessus. Ce qui va plus nous intéresser, c'est la partie fonctionnelle. Donc c'est la partie ce qui va se passer une fois que l'utilisateur va valider ce formulaire. Voilà. Donc vous voyez que par défaut, vous avez deux choses qui se passent. Vous avez Collect Submissions, ça on le verra dans la dernière séquence de cette vidéo. C'est comment on va récupérer justement ces formulaires et comment on va pouvoir les afficher sur WordPress. Et vous avez aussi évidemment email, donc ça veut dire que des emails vont être envoyés automatiquement à ceux qu'on aura configuré ici dans la partie email. Mais vous avez aussi la possibilité d'ajouter d'autres types d'actions à l'envoi du formulaire, qui sont par exemple, vous avez la possibilité d'ajouter un email supplémentaire, de également rediriger, alors elles sont toutes cumulables, hein, de pouvoir rediriger l'utilisateur après l'envoi d'un formulaire. Vous voyez qu'à chaque fois que vous cochez quelque chose, vous avez parfois un accordéon qui s'ajoute en dessous avec ce qui est nécessaire en fait. Ici par exemple pour la redirection, c'est vers quelle URL vous voulez rediriger l'utilisateur. Voilà. On a aussi la possibilité de faire des webhooks, donc ça c'est pour faire des intégrations. Et on en a quelques-unes après derrière, Mailchimp qui sont des ActiveCampaign aussi, qui sont des outils qui vous permettent de faire du marketing ou des newsletters derrière. Voilà, il y en a différents. Effectivement, vous pouvez récupérer les emails et les injecter directement dans une base de données d'utilisateur. Voilà, il y a Discord aussi qui est un outil de forum en ligne ou la possibilité d'ouvrir une pop-up. Donc voilà pour les différentes actions après soumission qu'on peut avoir. Après soumission, après envoi plutôt en français. Donc ça c'est toutes les actions après envoi. En général on se contente de ces deux là, à moins qu'on ait éventuellement une redirection si on veut rediriger vers une page de remerciement. Alors ça c'est quelque chose qui est fréquemment fait quand vous voulez avoir une action de conversion et de suivi de vos visites par exemple sur Google Analytics. Que vous voulez définir, à chaque fois qu'une personne me contacte, ça valide une conversion, j'ai réussi à contacter quelqu'un, donc vous pouvez rediriger vers une page de remerciement qui elle contient un code de conversion. Voilà. Ça c'est fréquemment utilisé aussi. Dans l'accordéon du dessous, il n'y a pas grand chose, c'est quand on active Collect Submission ici, Elementor vous dit juste que tout ce qui est envoyé sur ce formulaire, vous pourrez le retrouver, donc ça on le verra dans la séquence d'après, dans Elementor Submissions ici. C'est juste un lien. La dernière chose qu'on va voir ici d'importante, c'est la partie email qui est extrêmement importante. Donc c'est à qui va être envoyé ce formulaire et qu'est-ce qui va être mis à l'intérieur de ce formulaire. Voilà. Donc par défaut, vous avez votre email principal ici, d'accord. Donc moi, il n'est pas configuré ici. Donc on peut mettre ici un petit peu n'importe quoi. Par défaut, ça reprend l'email principal de configuration de WordPress. Donc souvent, c'est à reconfigurer derrière s'il y a plusieurs administrateurs. On a le sujet du message ici, donc on peut le configurer comme on veut, hein. Donc c'est l'objet en français du message. Et par défaut, vous voyez qu'ici dans le corps du message, on a juste quelque chose entre crochets qui s'appelle Old Fields qui va vous reprendre tous les champs du formulaire. Donc en l'occurrence ici, moi il y en a 3, mais s'il y en avait 20, il en mettrait 20. Hein. Donc j'ai email, nom, prénom et message. Voilà. Donc il va automatiquement vous remettre ça en texte brut.
Vous avez la possibilité de le personnaliser ici, alors en utilisant du HTML ou pas, mais si on veut mettre par exemple quelque chose de plus propre en mettant par exemple nom du client, voilà, ici, et j'ai la possibilité de récupérer le champ nom spécifiquement. Donc si vous avez bien suivi dans la première séquence de la vidéo, vous pourrez retrouver ça dans les champs ici. Je vais récupérer nom prénom, je vais aller sur avancer ici et vous avez bien le shortcode pour ce champ spécifiquement, les données de ce champ spécifiquement. Donc je vais revenir ici dans la partie email et je vais mettre nom du client ici, et vous pouvez faire ça pour tous les champs de votre site web. Là vous avez l'email d'expédition, donc en général c'est l'email principal du site, le nom de l'expéditeur, hein, donc là c'est le nom qui va être affiché dans le client de messagerie, l'adresse de réponse, donc en général on utilise le champ email qu'on a ici à l'intérieur du formulaire. Est-ce que vous voulez mettre quelqu'un en copie cachée, voilà. Après vous avez la possibilité d'ajouter aussi au mail différentes données, l'URL de la page dont on parlait tout à l'heure, l'adresse IP, etc. Voilà. Ça pour la conservation des données, je vous conseille de l'enlever, l'adresse IP, c'est pas super utile en plus, mais effectivement la date également, c'est pas super utile. Par contre l'URL de la page ça peut être intéressant, voilà. Et ensuite c'est une configuration pour savoir si on veut envoyer l'email en HTML ou juste en texte brut. Parfois ça évite le filtrage en tant que spammer, ça peut servir. Ensuite vous avez la configuration des steps, c'est les champs 1, 2, 3 si vous avez des formulaires à étapes, c'est du design aussi, et la configuration additionnelle pour ajouter des identifiants au formulaire pour éventuellement le styliser. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour la dernière séquence et la partie récupération des emails qui ont été envoyés. Nous voilà dans cette dernière partie dans laquelle on va voir comment l'utilisateur peut vous envoyer des messages via le formulaire de contact qu'on a mis en place et de quelle manière vous allez pouvoir les récupérer. Alors là je ne pourrais pas vous faire la démo de la partie email et messagerie et envoi de messages dans votre messagerie parce que j'ai pas configuré ça sur mon serveur local. Mais simplement on va voir que c'est un simple email qui est envoyé avec la configuration qu'on a fait dans la séquence précédente. Par contre on va voir qu'on peut quand même voir tous les formulaires qui ont été envoyés, mais cette fois dans l'administration de WordPress. Voilà. Donc là je suis sur la partie publique de mon site, sur ma page d'accueil, j'ai repris simplement le formulaire que j'ai créé tout à l'heure, qu'on a créé tout à l'heure ensemble. Donc j'ai rempli ici mon email, donc j'ai mis un email de test. Je vais mettre mon nom et on va remplir un petit message. Voilà. Donc normalement, je devrais avoir un message d'erreur d'envoi d'email, ce qui est normal puisque j'ai pas configuré la partie email sur le serveur. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Email server error. Simplement, le message a quand même été envoyé à Elementor et va ressortir dans la configuration d'Elementor. Donc ça c'est quelque chose qu'on va retrouver. Je vais retourner dans l'administration de WordPress. Il faut quitter l'édition de la page, retourner dans l'administration ici. Et lorsque vous allez sur Elementor, vous avez le deuxième élément qui s'appelle Submissions. Ça correspond à envoi d'email en français on pourrait dire. Voilà, donc vous allez avoir tous les emails que vous avez reçus avec le statut, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont bien été envoyés ou pas. Et à quel formulaire il correspond, etc. Si vous cliquez dessus, vous allez voir que vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez voir aussi éventuellement le message et vous pouvez voir toutes les informations qui sont attachées au message sur la partie droite. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver ça ici. Ce qui fait que les emails ne sont jamais perdus ici. On peut toujours les consulter et éventuellement les renvoyer depuis la partie administration, même si on n'a pas accès. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour la conclusion de cette partie formulaire Elementor. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de mettre un like, de souscrire en utilisant le petit bouton qui est en bas. Ça vous permettra aussi de recevoir une notification des vidéos que je fais en général une fois par semaine. Donc je pense que dans la prochaine on va se concentrer sur un plugin WordPress et je vais sûrement vous parler d'une manière assez facile et un petit peu innovante de faire des galeries d'images sur WordPress et des galeries de vidéos également. Voilà. À très bientôt et bonne semaine à tous.